grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 17 décembre 2014. Bienvenue à cette émission qui réfléchit sur le sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la sécurité dans le Sahel. Et pour cela, nous aurons trois questions. Donc, pour ce débat, les questions, les voici. Les Africains peuvent-ils assurer leur propre sécurité ici en Afrique? Les initiatives africaines sont-elles à la hauteur des attentes du continent? Et enfin, est-il possible de stabiliser le Sahel? Et pour cela, nous aurons trois invités pour débattre de cette question. Ousmane Corneo, spécialiste du Sahel, Firoun Maïga, spécialiste également des questions de sécurité, et Mohamedou Douara, spécialiste politologue qui nous accompagne également dans cette émission. Nous vous disons bienvenue. À la mise en onde, il y a Seydumbo, je suis Famoussa Sidibé et c'est parti pour le grand dialogue. Studio Tamani. Les dirigeants africains de la CEDEAO ont réaffirmé leur détermination à combattre avec énergie toutes les menaces sécuritaires, notamment le terrorisme, la piraterie maritime, toutes les formes de trafic illicite et les crimes transfrontaliers organisés. Ils ont exprimé leur vive préoccupation face à la persistance des attaques terroristes du groupe Boko Haram au Nigeria. Ces paroles sont-elles suffisantes pour ramener la paix dans le Sahel? Ousmane Corneo? Absolument pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'assure pas la sécurité par la parole, on l'assure par des gestes, par des actes, par des politiques et par des actions. Et c'est ce qui manque absolument aujourd'hui. Et quant à la question même de peuvent-ils assurer, je me dis moi, ils se doivent de l'assurer. Alors, Firoun Maïga, êtes-vous optimiste à l'issue de cette conférence? Écoute, moi je me dis que tout est une question de volonté politique. Nous sommes des Africains, nous avons le bon sens, nous pouvons nous gérer. Donc s'il y a une volonté politique déterminée qui est soutenue par des actions concrètes sur le terrain, avec un engagement sans, entre guillemets, pas des intérêts dictés de cause à droite, pourquoi pas? Les Africains sont à mesure de prendre la sécurité en main. Alors, énième conférence des chefs d'État de la CEDEAO sur les questions diverses. Aujourd'hui, c'est sur la sécurité dans le Sahel. Mohamedou Douara, êtes-vous optimiste à l'issue de cette conférence de Dakar? Optimiste, ce serait un peu trop courageux, mais je dirais que je fonde de l'espoir. Je fonde de l'espoir parce que ces dernières années, le Sahel a montré à qui veut le voir la nécessité de créer la sécurité. Et j'ai envie de le dire, nous avons l'obligation de reconnaître que le président ATT a eu raison de chanter pendant longtemps la nécessité de créer cet organe du Sahel pour faire face à la question de sécurité, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, un seul État n'est pas capable d'y faire face. Aujourd'hui, les dirigeants se retrouvent, j'espère, qu'ils pourront sortir quelque chose de sérieux. Alors justement, ces dirigeants se sont réunis, mais on reste encore et toujours dans les paroles. Peut-on mener des actions? Peuvent-ils mener des actions? Ils peuvent mener des actions, mais est-ce qu'ils en ont le courage? C'est la question que je me pose. C'est quand même des chefs d'État. Oui, les chefs d'État, je suis d'accord avec vous, mais des chefs d'État sous contrainte, sous pression, qui n'ont pas la main libre. Tout le monde le sait, ce n'est pas un mystère pour quelqu'un. Nos chefs d'État sont aujourd'hui, je ne sais pas comment vous dire, c'est pratiquement un club mené par la France. On le sait. Il y a d'autres intérêts qui interfèrent, il y a d'autres pressions politiques et géostratégiques qui interfèrent, qui font que nos chefs d'État n'ont pas véritablement la main libre. Bon, maintenant, est-ce que les gens sont sincères dans leur prise de position? Si c'est le cas, il y a de l'espoir. Alors justement, parmi les prises d'opposition, il y a le président tchadien Idriss Déby Itno qui a réaffirmé une détermination que les observateurs qualifient de courageuse, cette volonté de demander à l'OTAN d'aller mettre de l'ordre en Libye. Pensez-vous que cela puisse se mettre en place et que l'OTAN va finalement réagir face à ces paroles, Ousmane Corneo?
Oui, bon, là, c'est une simple interpellation. Mais entre l'interpellation et la mobilisation, il y a un écart. J'ai suivi un peu tous ces débats. Il ne s'agit pas de lui seul. Le président malien, le président sénégalais ont tous interpellé à travers le ministre français de la Défense et l'OTAN pour dire, bon, écoutez, il faut achever la mission. Certains disent non, que vous avez vendu, il faut assurer le service d'après-vente. En tout cas, ça a été courageux et ça c'est très très franc. Mais il faut se dire, là, ils ont dit la vérité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accuse seulement la Libye aujourd'hui d'être à la cause de tout le mal, de tous les maux sécuritaires que la bande sahélo-saharienne traverse. Mais il faut savoir aussi que la Libye peut en être la cause. Les éléments déstabilisateurs peuvent venir de la Libye. Mais si nos pays étaient préparés à les contenir, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, on accuse seulement la Libye, mais il faut reconnaître aussi que même si c'est venu de notre pays, nos États ne sont pas préparés à pouvoir contenir de tels assauts. Mais il faut reconnaître quand même que la stabilisation du sud de la Libye serait quand même un début de solution. Et après, le reste, on va l'achever. Alors, juste avant de vous donner la parole, M. Diawara, je me tourne vers Firoun Maïga. Firoun Maïga, comment voyez-vous cette probable intervention de l'OTAN en Libye ? Non, moi je trouve que le président tchadien a raison. Mais quels sont ceux qui ont désintégré la Libye? Mais bien sûr, nous savons que c'est l'Europe. Mais c'est l'OTAN. La France a voulu s'imposer d'une certaine manière pour d'autres intérêts. Ils ont créé un système qu'eux-mêmes n'ont pas pu contrôler. Leur problème, c'était d'avoir Kadhafi. En atteignant Kadhafi, ils ont atteint l'ensemble de l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, la question sécuritaire se pose. Donc, s'il y a de l'ordre à mettre, ce n'est pas à nous de mettre de l'ordre. Aux Africains de mettre de l'ordre en Libye. Parce que les Africains n'ont pas déstabilisé la Libye. Au contraire, ils ont été même victimes. Et certains pays ont payé plus cher la question de la Libye. Donc moi je pense qu'il a eu le courage, les chefs d'État africains et même l'Union africaine doivent avoir le courage clair de dire à l'OTAN, à la France, à tous les acteurs qui ont intervenu en Libye pour des intérêts sordides qu'on ne peut pas dire, qui aujourd'hui nous nuisent, qu'ils doivent mettre de l'ordre. Mais quel type d'ordre ils vont mettre ? Est-ce que c'est de l'ordre pour leur permettre eux-mêmes de faire leur profit? Parce qu'aujourd'hui, la Libye est désintégrée, mais le pétrole, mais ça c'est vide. Le gaz, ça s'en va, mais tout s'en va. Mais donc, c'est pour te dire qu'eux, ils sont satisfaits de cette situation, mais nous, ça nous nuit. Donc, il faut qu'ils mettent de l'ordre. Alors, Mamadou Diawara, vous êtes politologue, vous souhaitez apporter quelques contributions. Oui, je précise, je suis sociologue. Et je fais de l'analyse politique. Autant pour moi. Voilà, merci beaucoup. Bon, voilà, ce que moi je voudrais dire d'abord, c'est que l'OTAN est incapable de rétablir l'ordre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Premièrement, parce que la déstabilisation de la Libye ne tient pas seulement que du fait d'armes. Non. Il y a une structure sociale qui a été totalement effritée. Désintégrée. Il y a certaines parties de cette structure sociale qui se sont totalement déplacées. Et je vous donne par exemple l'exemple des Touaregs qui tenaient carrément la sécurité de l'État libyen, qui sont aujourd'hui intégralement dans leur aventure azawadienne, en train de chercher à déstabiliser le Mali. C'est une partie de la composante libyenne. En dehors de ça, pour arriver à cette fin, l'OTAN, dans ses manœuvres, a amené la division entre les différentes composantes sociales de la Libye. On sait ce qui s'est passé entre les gens de Benghazi, qui sont les descendants de l'ancien roi avant Kadhafi, et tous ceux qui sont les pro-Kadhafi. En même temps, l'infiltration, vraiment à un degré extrêmement poussé des groupuscules terroristes, apporte une nouvelle donne dans la configuration sociale. Et donc, le comportement, c'est comme on le dit, quand on contrôle la pensée de quelqu'un, on n'a pas à s'inquiéter des actes qu'il va poser. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que la configuration qui est là fait que personne ne peut créer une harmonie dans le comportement des Libyens. Il y a un État émietté où chaque groupuscule a des intérêts à défendre, chaque groupe a, comment on appelle ça, un combat idéologique à défendre, relatif, n'est-ce pas, aux intérêts de sa communauté. Donc c'est vraiment une situation de chaos. L'OTAN n'a pas les compétences pour rétablir ça. Ils ont foutu le bordel, excusez-moi de l'expression, mais ils n'ont pas les moyens. Si nous voulons que la Libye soit rétablie,
il faut que les différents pays frontaliers de la Libye, je veux citer le Niger, l'Algérie, l'Égypte, le Mali, qui n'est pas frontalier, mais qui est très affecté par la situation libyenne, hein, et le Tchad se mettent ensemble pour faire asseoir les acteurs de la Libye. Parce qu'en dessous de ce conflit qu'il y a un problème ethnique qui se pose en Libye, que beaucoup de gens ne disent pas. Okay? Il y a beaucoup d'autres petits problèmes sociaux qui existent et il faut les aborder sous cet angle-là. Sinon, il n'y a pas d'ordre possible en Libye, croyez-moi. Ok, nous avons compris ce point de vue. Mamadou Diouara, vous êtes sociologue. Alors, Ousmane Kornio, pour qu'il y ait des ordres au Mali, il faut bien qu'il y ait un passage quelque part dans le Sahel. Pour venir au Mali, il faut bien passer par un certain nombre de pays. Aujourd'hui, pourquoi ces pays-là n'assurent pas la sécurité chez eux pour que le Mali soit quelque peu exempt de tout ce remue-ménage? Bon, je ne sais pas comment répondre à cette question, dans la mesure où, à ma connaissance, la frontière du Mali et celle de la Libye sont distantes de 900 km. 900 km si, après la chute de Kadhafi, les Touaregs ont pu se déplacer avec toute leur cargaison, longer la frontière entre la Libye et le Niger, et la frontière entre la Libye et l'Algérie pour arriver au Mali, c'est qu'il y a eu une autorisation. Quelqu'un doit avoir donné une autorisation. Qui? Sûrement les pays traversés ont donné l'autorisation, mais je suis sûr et certain aussi que, de mon analyse, que le pays qui les reçoit doit avoir donné aussi son aval. Le Mali. Le Mali doit avoir donné son aval pour qu'il reçoive ses ressortissants qui regagnent le bercail. Tout à fait. Et la preuve en est que quand ils sont arrivés, on a eu une délégation de haut niveau qui s'est déplacée de Bamako pour aller les accueillir. Un certain nombre de ministres. Voilà. 8 au total qui sont bon, peut-être que la stratégie et la pensée en ce temps n'étaient pas les mêmes. Les choses ont changé même après. Actuellement, il y a un certain nombre de trafics qui quittent oui, la mais Libye maintenant, pour venir au Mali. Dès que les gens sont compris que le mal, et la plupart du mal que vit le Mali vient de la Libye, et avec l'opération Barkhane, on a commencé maintenant à surveiller de plus près et tous les déplacements et tous les mois sur la frontière. Et on a suivi l'interpellation, l'intersection, comment ça s'appelle l'interception de plusieurs colonnes et des cargaisons d'armes et des munitions qui venaient vers le Mali. Cette fois-ci, le Mali n'a pas donné l'autorisation, le Niger n'a pas donné l'autorisation, l'Algérie non plus. Et les Français ont, avec l'opération Barkhane, aidé. Et je crois que cette fois-ci, la ligne est beaucoup plus surveillée. Elle est beaucoup plus surveillée. Mais si je dois revenir à ce problème de l'insécurité dans la zone sahélienne, bon, je crois que c'est très bon d'accuser toujours la Libye. Moi, je crois que, je ne sais pas comme le professeur l'a dit, le problème libyen est un problème libyen. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ne sépare le problème. Le problème de l'insécurité de la bande sahélo-saharienne, il faut le démarquer un peu du problème libyo-libyen. Le problème libyo-libyen qui est un problème de communautaire, et de conflits communautaires, de conflits de religions, c'est-à-dire de régions. C'est-à-dire que l'Union africaine et l'OTAN, disons toute la communauté internationale, doivent venir au chevet de la Libye. Mais quant à l'insécurité de la bande, ben écoutez, moi je crois que c'est la défaillance de nos systèmes de sécurité. Boko Haram ne vient pas de la Libye. En Somalie, les Chebabs qui sont en Somalie ne viennent pas de la Libye. Et pourtant, ces pays africains n'arrivent pas à assumer à les contenir. Donc, c'est un problème de défaillance des systèmes sécuritaires et des systèmes de défense de nos pays. Nous allons entamer la seconde partie donc de cette émission consacrée toujours à la question du Sahel, la sécurité du Sahel. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO se tient à Dakar. Alors cette question, donc qui est le thème de notre débat d'aujourd'hui, le Sahel est-il menacé par les dérives du terrorisme? Nous allons reprendre le cours de cette émission juste après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux et retenez également ce chiffre 20, c'est le nombre de stations partenaires du studio Tamani. Les radios partenaires sont donc au nombre de 20. Il y a 3 à Bamako, Benkan, Liberté et Guintan et 20 autres dans le pays. Alors cette émission est consacrée à la question suivante. Le Sahel est-il menacé par les dérives du terrorisme? Nous allons donc entamer cette deuxième partie consacrée à cette question. Les initiatives africaines sont-elles à la hauteur des attentes du continent? Pour débattre donc de cette thématique, nous avons 3 invités. Ousmane Kornio, spécialiste du Sahel. Nous avons Firoun Maïga, spécialiste des questions de sécurité. Et également Mamadou Djouara, qui est sociologue. Alors cette deuxième partie donc est consacrée aux initiatives africaines, si elles sont à la hauteur des attentes du peuple africain. Alors je m'adresse à Firoun Maïga pour tenter de répondre à cette question. Bon, moi je dis que c'est une question assez complexe. Il faut voir les vulnérabilités structurelles de chaque pays, il faut voir les capacités opérationnelles de chaque pays en termes, en termes offensifs, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut créer les instruments nécessaires pour établir une sécurité assez confortable. Et en même temps, il y a, ce que je redis encore, la volonté politique de chaque pays à vouloir aller avec l'un ou l'autre dans des intérêts qui engagent la vie des communautés pour lesquelles les dirigeants sont responsables. Donc il y a tout ça, c'est vrai, elle est menacée. Le terrorisme existe, elle existe au Moyen-Orient, elle existe aujourd'hui au nord de l'Afrique, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, mais on l'a connu depuis, on l'a laissé passer parce qu'on pensait que c'était une question, bon, peut-être qu'avec une baguette magique, on aurait pu convenir. Il ne suffit pas d'aller dans une mosquée pour se dire quoi que ce soit. On a laissé grandir et la muté, et aujourd'hui, le système a muté, et aujourd'hui, on fait face à des défis majeurs. Les Africains, oui, ils ont la volonté, ils ont les ressources humaines, mais peut-être qu'ils n'ont pas la technologie adaptée pour essayer de contrecarrer ou bien de suivre. C'est un défi, c'est un problème. Néanmoins, ça n'empêche pas aux Africains, et surtout pour les pays du champ, de mettre la question sur la table et de se dire, comme ils l'ont fait à Dakar, quels sont les moyens qu'il faut utiliser, mais au niveau institutionnel, effectivement, au niveau opérationnel, mais au niveau basique. Quel est le rôle que les communautés vont jouer dans ce jeu? Parce que le terrorisme, tel qu'on le dit, ce n'est pas le maillage militaire pour défendre ça, c'est la communauté, c'est vous et moi qui marchons ensemble, qui côtoyons les uns et les autres, qui sait qui est malien, qui est algérien, qui est mauritanien, qui est ça, qui dans le même espace, quels sont les intérêts connexes et sur lesquels il faut se reposer pour identifier les pistes et dire, bon, voilà, on peut trouver une solution à travers ça. Mais qu'après, ceux qui sont concernés, plus nous sommes concernés parce que nous le vivons. Nous avons pris habitude à le vivre, ça fait partie de nous maintenant. Mais ceux qui craignent que ça n'arrive chez eux doivent créer les conditions nécessaires pour permettre à ceux-là de mettre ces outils-là à la disposition des différents pays ou bien de leurs des populations pour essayer d'aller. Donc c'est une question, elle est là, c'est un danger, c'est là, mais on le vit tous les jours. Alors les initiatives africaines sont-elles à la hauteur des attentes du continent? L'Afrique est-elle crédible désormais aux yeux du monde? Mamadou Djouara. Les initiatives africaines ne sont pas à la hauteur des attentes du peuple. Ça, c'est une certitude. Parce que la situation sécuritaire au Sahel, parce que c'est de ça qu'on parle, et je rejoins Cornéo, ce n'est pas un problème libyen, c'est un problème qui existe bien avant la crise libyenne. Et nous avons, je me rappelle, en 2008, envoyé un rapport, je parle de l'UJPNA, nous avons fait un rapport qui a été envoyé au président Tanja et au président Maloto Mane Touré en 2008, quand la rébellion s'était déclenchée concomitamment au Niger et au Mali, au même moment, et dans lequel on en avait fait des propositions concrètes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De quoi on a besoin concrètement? On a besoin d'avoir un état-major commun des États du Sahel. État-major qui dispose d'un effectif militaire suffisant, de matériel de surveillance suffisant pour gérer la question. Est-ce que cela arrange les pays africains? Ça arrange les pays africains parce que le problème du Sahel est né, moi en tout cas à travers mon constat, c'est un problème qui est né d'abord à partir de la balkanisation du continent. C'est-à-dire le Sahel, dont une grande partie est constituée par le Sahara, était un grand espace dans lequel des peuples se déplaçaient selon la générosité du temps, des saisons.
Ces peuples, un beau matin, par la naissance des frontières, se sont retrouvés morcelés entre les différents pays. Et les peuples qui sont dans cette situation, je parle premièrement des Touaregs, en second lieu des Arabes, et en troisième lieu des Toubous et des Peuls. Ok? Ces trois peuples, quand vous regardez, dans tous ces différents pays, ils sont minoritaires et ils sont dans les zones les plus difficiles d'accès, les plus difficiles à développer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces zones, puisqu'elles sont arides, extrêmement arides, la vie y est très difficile, l'accès est très difficile, donc elles sont enclavées, elles sont devenues des zones de non-loi, où les États sont de plus en plus absents. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut. Par exemple, ce qui s'est passé au nord du Mali pendant le régime de ATT, nous le savons, quand on a démilitarisé un peu les régions du nord, on a laissé le lit, n'est-ce pas, aux organisations terroristes. L'armée croisait des terroristes sur le terrain et les laissait passer. Souvent, c'est d'ailleurs les terroristes qui donnaient qu'on appelle ça, qui donnaient du carburant aux militaires. C'est une réalité sur le terrain. Donc, alors, c'est cet espace-là qui a été créé. Et je voudrais juste dire, avant que vous me preniez la parole, que les troupes qui ont quitté la Libye pour venir, ces troupes n'ont pas emprunté une nouvelle voie. Elles ont utilisé la même voie qu'on appelle la ligne rouge, utilisée par le narcotrafic, qui quitte le Maroc, traverser toute la zone, aller jusqu'en Égypte. Une zone incontrôlable. C'est une zone bien connue, une route très bien connue et connue par nous et par nos partenaires. Alors, voilà. Face à l'étendue du désastre et à la grandeur de cet espace-là, les coalitions, les initiatives naissent en Afrique et meurent au fil du temps sans qu'il n'y ait de véritables résultats. Aujourd'hui, est-ce qu'une force commune est possible à mettre en place aujourd'hui, Ousmane Kornio, pour venir à bout de cette question d'insécurité dans le Sahel? Oui, je crois que les initiatives n'ont pas manqué. Et les volontés aussi n'ont pas manqué. Et je m'en vais citer, et pour l'Union africaine, il y a la force d'attente de l'Union africaine qui a son QG à Addis Abeba. Est-elle efficace? N'a jamais été efficace. Elle est toujours en attente. Toujours en attente. Il y a eu le COMOG, qui n'a pas été efficace. Il y a eu pour le cas du Mali la CEMOC, où les pays du champ ont pris des engagements fermes de mise en commun de leurs forces pour pouvoir intervenir au cas où un des pays serait attaqué. On a vu le cas du Mali qui a été attaqué, mais aucun pays n'a levé le moindre pouce, sauf quelque part le Niger. Il y a la CENSAD. La CENSAD est une initiative aussi. Et qui propulsé par Kadhafi et qui est mort avec Kadhafi. Tout à fait. Et ensuite, bien avant. Il y a même au niveau de la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO, qui a été mise en œuvre et expérimentée avec la crise malienne. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, mais toutes ces initiatives n'ont pu être gérées dans la mesure où les éléments même de l'initiative, parce que pour qu'une composante soit fiable, il faut que les éléments de la composante le soient. Tout à fait. Alors qu'aucun de ces pays n'a les éléments nécessaires pour pouvoir consolider l'initiative à mettre en place. Et les chefs d'État africains ont-ils peur qu'un jour ou l'autre, cette initiative ne devienne un couteau à double tranchant? Voire une menace pour eux-mêmes? Non, moi, à mon avis, dans mon analyse, je crois qu'on va tirer des leçons un peu des 20 ans de démocratie en Afrique. Il faut reconnaître que je suis en train de faire une étude qui aboutit au fait que c'est la démocratie qui a tué les systèmes de sécurité et de défense. Parce que à partir des années 90, les chefs d'État, les nouveaux chefs d'État élus suite avec la démocratie, avaient beaucoup plus peur des coups d'État. Donc pour ne pas avoir de coups d'État, donc il faut fragiliser l'armée et puis ensuite essayer d'orienter tous les financements et tous les programmes vers le développement de la santé, l'éducation, les routes, et ainsi de suite, en se disant que peut-être qu'il n'y aura plus de guerre. Donc évitons de renforcer nos armées pour ne pas avoir de coups d'État. Alors, la fragilisation des armées aujourd'hui, est-ce qu'un jour on parviendra à les rendre plus performantes quand on voit le scénario qui s'est produit récemment au Burkina Faso? Oui, mais je crois qu'on est obligé maintenant. Je crois qu'on est obligé. Avec ce qui est en train de se passer au Sahel, et je crois que ce serait le retour de la médaille. En fait, l'indépendance, c'est-à-dire que le renforcement des systèmes de sécurité et de défense devient maintenant une obligation pour tout pays.
et utiliser maintenant ces forces armées, pas seulement uniquement pour faire la guerre, mais aussi pour renforcer la démocratie. On est convaincu aujourd'hui qu'il n'y a de démocratie viable que si elle est soutenue par un système sécuritaire et de défense assez fort. Ils sont tous convaincus. Oui, mais je comprends très bien, c'est un spécialiste, il est en train de le dire. Moi je vais être plus basique. Les États africains n'ont pas des armées solides. Une armée solide sous-entend un certain nombre de facteurs qui n'existent pas dans nos armées. Au point de vue formation, au point de vue entretien, au point de vue instrument, au point de vue capacité même à contenir. Et par rapport à ce qui nous arrive maintenant, qui est un courant, c'est vrai, on s'est habitué à ça, mais nous n'avons pas développé des instruments pour le contrer. Et c'est ce qui fait que ça nous a dépassé. Aujourd'hui, on se pose la question comment est-ce qu'on peut le contenir. Mais tout ce qu'il a cité, Cornion, c'est des instruments politiques qui ont été mis en place pour essayer de trouver des solutions. Mais en réalité, est-ce qu'on voudrait des solutions? On a trouvé les instruments pour dire aux populations, voilà, nous sommes en train de faire ça, ainsi de suite. Mais maintenant, le courage politique des chefs d'État africains à aller au-delà de ça, au-delà de leur pouvoir, pour mettre en communion leurs synergies et leurs intérêts, pour que les populations à la base se retrouvent dans des qui leur permettent eux-mêmes de faire face au défi sécuritaire qui est basique, c'est un contre-courant, comme vous le dites, c'est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, est-ce que les Africains, les chefs d'État africains sont pour? Ils sont pour aujourd'hui une forme d'africanisation, de mondialisation, parce que c'est aujourd'hui le BABA qui le dit, mondialisation, tout ça. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment que leur communauté s'intègre? Pour des raisons politiques. Donc, je veux dire, la capacité n'y est pas, il faut la renforcer. Et nous avons des accords bilatéraux avec d'autres pays, avec d'autres puissances, qui sont conscients le terrorisme existe en Europe, il existe en France. Tout le monde se pose combien de djihadistes qui ont quitté l'Angleterre pour aller combattre en Syrie, en chose. Mais est-ce que ces pouvoirs ont développé des stratégies pour contenir leurs... Mais ça veut dire que c'est des questions qui dépassent. Il faut des synergies d'efforts. Il faut que les États africains, surtout ceux du champ, je dis bien, aidez-moi, mais il faut que j'accepte moi-même créer les conditions pour qu'on m'aide. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. Au niveau opérationnel militaire, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Il l'a bien dit. Voilà, il faut voir cette zone qui va du Tchad, du sud du Liban, du nord du Niger, du nord du Mali, jusqu'à Mauritanie, pour quelqu'un qui l'a déjà parcouru. Je vous dis, ce n'est pas seulement la ligne rouge. Même demain, si des terroristes décident de faire entrer de l'armement, ils sont à mesure de le faire. Vu l'étendue du territoire. C'est seulement avec la composition des communautés existantes sur place qui peuvent se démarquer d'un certain nombre de systèmes renforcés par une sécurité qu'eux-mêmes développent. Il faut leur faire confiance. Qu'on serait à mesure de trouver des pistes, des moyens sur lesquels on peut peut-être trouver des solutions. Mais ça, c'est des volontés politiques qu'il faut développer, c'est des synergies. Et je pense que si les armées du Niger, de l'Algérie, de la Mauritanie, du Mali, du Sénégal, du Sud se mettent ensemble, on a parlé d'un commandement opérationnel. La question, c'est regarder seulement la CEDEAO quand elle est venue intervenir. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est un commandement uniforme, mais à l'intérieur du système. Il faut regarder. Donc cette articulation doit se faire. On a parlé d'une armée africaine qui soit à mesure autonome, qui a un commandement. J'y crois bien. Je crois bien qu'à ce stade... Dans le projet de gouvernement. Voilà. C'est des systèmes qui peuvent aller, mais maintenant, il faut aller avec ce qu'on a. De terre à terre, je veux dire, on a le problème, il faut qu'on dépasse certains concepts, voilà, et qu'on se dise que le problème est là, il faut faire face. D'accord. Alors, nous allons, je vais vous donner la parole, M. Douara, mais juste après la pause que nous allons observer et qui va durer quelques secondes. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Est-il possible de stabiliser le Sahel? C'est le thème donc de notre troisième partie du débat. Et nous sommes avec trois invités. Ousmane Cornio, spécialiste du Sahel. Feroun Maïga, qui est spécialiste des questions de sécurité. Et nous avons également un sociologue, Mohamedou Djouara, qui est avec nous. Alors, Mohamedou Djouara, juste avant d'entamer cette troisième et dernière partie, vous vouliez dire quelques mots pour clore la deuxième partie. Oui, tout à fait. Je voudrais m'inscrire dans la même voie que
Firoun, pour dire qu'effectivement, la question de la sécurité dans ces différents pays nécessite vraiment un courage politique au-delà de l'existant. Absolument, il faut que nos dirigeants mettent de côté en fait, ce qui a empêché à l'Afrique au début de faire l'unité africaine. Okay? Et qu'on accepte vraiment d'aller dans le sens de l'intérêt commun. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, et je vais le dire, c'est que nos États dans le Sahel ont les moyens, s'ils se mettent ensemble, de faire face au problème de la sécurité. L'armée algérienne, l'armée tchadienne ont déjà un niveau important, un potentiel important. Nos autres États ne l'ont pas parce que la politique, comme Cornéo l'a dit, est mise en œuvre par la démocratie, les en a désorientés. Pensez-vous qu'il n'y a pas de démocratie dans ces pays, ces deux pays, l'Algérie et le Tchad? Bon, je ne suis pas sur la position de juger cela. C'est ce qu'on comprend à travers votre raisonnement. Ils n'ont pas la même forme de démocratie que nous, c'est certain. Et je dirais sans aucun doute que le Mali est beaucoup plus démocratique que l'Algérie. Et c'est ce qui amène tout ce désordre? Ainsi que le Tchad. Je ne dis pas que c'est ça seulement qui amène le désordre, mais je dis que notre démocratie naissante a eu des dirigeants qui ont fait des choix politiques qui sont devenus des erreurs, voire des fautes de gouvernance. Et nous vivons les conséquences. Mais c'est un avantage, c'est une leçon que nous apprenons. Et une faute que nous ne commettrons plus jamais, j'espère. Pensez-vous? Donc nous grandissons. Pensez-vous que c'est une faute qui ne va jamais se répéter? Je pense que le Mali en a suffisamment subi. Et les dirigeants maliens, quoi qu'ils puissent être, en ont pris suffisamment conscience pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes bêtises. Est-il possible de stabiliser le Sahel? C'est le thème donc de notre troisième partie. Et cette question, l'Afrique demande l'aide de l'OTAN. Pensez-vous, Ousmane Cornéo, que cette demande, ce souhait des dirigeants africains soit un désaveu? Bon, ce n'est pas un désaveu parce que pour moi, la situation qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, nous sommes partis pour longtemps. Parce qu'il y a d'autres éléments. Il faut savoir qu'au-delà de tout ce qu'on voit comme élément de déstabilisation des pays, tel que ce qui se passe au nord du Mali, et il faut voir les acteurs, les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants qui ont pris du goût au trafic, au crime organisé, au gain facile. Je ne sais pas, je n'affirme rien. La libération du dernier otage français, et quand on vous dit combien... Contre 4 terroristes. Contre 4 terroristes. Bon, je ne pense pas, non, pas du côté libération des terroristes, c'est du côté rançon. Et on parle d'une rançon de près de 13 milliards de francs CFA. Imaginez que d'un seul coup... Avec le bonus des 4 terroristes. Avec le bonus des 4 terroristes. et quand on fait le calcul de tout ceci, on s'est dit, bon, écoutez, ces narcotrafiquants-là, ils vont prendre le goût au crime organisé. Donc, au-delà des aspects même sécuritaires et d'insécurité de la zone sahélo-saharienne, c'est le champ occupé par les acteurs comme les narcotrafiquants qui seront difficilement anéantis. Dans la mesure où on dit l'autoroute, la drogue passe par le nord du Mali. Et cette autoroute-là, ce n'est pas facile de désorienter une autoroute. Une piste, oui. Mais juste une autoroute, ce n'est pas facile de désorienter. À moins de dynamiter la voie. Voilà. Donc, il fait que pour pouvoir dynamiter ou désorienter, de réorienter l'autoroute, on a besoin vraiment de forces comme l'OTAN qui peut aider. Et moi, je fais vraiment confiance et je commence à faire confiance de plus en plus à l'opération Barkhane. Et je crois que si l'OTAN s'allie à cet effort d'anéantir tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est narcotrafic et crime organisé dans la bande sahélo-saharienne, ça permettra de relever un peu, de permettre aux États sahélo-sahariens de se relever et de contribuer, eux aussi, et parallèlement à renforçant leur capacité d'intervention. Alors, juste avant de vous donner la parole, je fais réagir Firoun Maïga sur cette question de l'Afrique qui demande, qui souhaite que l'OTAN intervienne en Libye. Alors, pensez-vous, encore une fois, que ce soit un désaveu? Oui, d'accord. Avant de venir à la question, mon collègue a parlé de l'Algérie. Et je voulais juste vous dire, vous avez parlé de l'Algérie et quand je suis devant une antenne, je suis obligé de parler. J'ai découvert l'Algérie avec les pourparlers. Et franchement, je vous dis, c'est un pays qui a des défis énormes à relever en termes de sécurité interne.
C'est un pays qui a des capacités au-delà de celui du Mali et des autres pays, mais qui a encore des vulnérabilités. Mais c'est un pays qui sait tirer dans son fort intérieur les capacités réelles de faire face à ce défi dans un cadre, dans un nationalisme extrêmement fort. Quand le danger vient, tout le monde est uni face au danger. Mais il faut se dire aussi que c'est un pays qu'il faut féliciter parce que de toutes les façons, je sais que ce que l'Algérie fait aujourd'hui pour le Mali, il faut que la paix, il faut que les Maliens le reconnaissent. Et je profite de cette antenne parce que j'ai participé à toutes les séances et je vous dis, si l'Algérie n'était pas partie prenante de cette paix, nous ne serions pas partis loin. C'est d'abord pour vous dire qu'aujourd'hui, les Maliens doivent à l'Algérie cette reconnaissance, au-delà du fait que, de manière séculaire, nous sommes voisins et je sais qu'ils tiennent à cette quiétude au Mali. Maintenant, pour ce qui concerne l'OTAN, mais en fait, c'est ça le problème que moi j'ai. Quand on dit c'est à l'OTAN de venir mettre de l'ordre en Libye, mais je vous assure, c'est scelléré. Mais le monde entier, les États-Unis, tous se sont mis dans une enclave au nord de la Syrie pour essayer d'enlever des islamistes. Ils ont enroulé des bombes, ils ont fait tuer tout le monde. Et on a dit de trouver une solution. Ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont commencé à se retirer pour dire que ce n'est pas la même méthode. Je pense que l'OTAN peut être un instrument important pour accompagner les États africains dans la stabilisation de la Libye et des autres pays qui sont concernés par ça, y compris le Mali qui le vit dans sa chair. Et ça, c'est une politique qu'il faut développer en partenariat avec les pays du champ, les pays africains, avec tous les apports, mais en même temps avec l'Europe. Et pourquoi pas les États-Unis, parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Mais dire qu'aujourd'hui, l'Afrique demande à l'OTAN de venir stabiliser, c'est comme si je demande à Cornion, qui est mon cousin, de venir dans ma maison balayer et mettre de l'ordre. Mais je suis sûr et certain, il va balayer ce qu'il peut, mais après il me dira, mais écoute, prends tes affaires. C'est clair. Et voilà. Alors, Mamadou Diouara, pour répondre, pour réagir. Merci. Je vais d'abord réagir à ce que Firoun a dit. Effectivement, moi je suis d'accord avec son analyse par rapport à l'Algérie. L'Algérie est un pays exemplaire. Et un pays qui a beaucoup contribué, en tout cas à aider le Mali à aller vers une stabilité que nous attendons et que nous espérons concrète. Voilà, donc je suis d'accord que le Mali doit être totalement reconnaissant envers ce pays. Mais ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que l'Algérie est un pays qui a un potentiel militaire extrêmement important. J'y suis allé dans le cadre d'une recherche sur la sécurité au Sahel. J'ai constaté des choses qui me permettent de dire ça. Maintenant, pour revenir un peu qu'on appelle ça, la question de l'OTAN. Voilà ce que je pense. Je partage son avis. L'OTAN, encore une fois, n'est pas capable de réussir la guerre contre le terrorisme. Pourquoi? Ce désaveu d'abord des Africains. Oui, c'est un désaveu, mais c'est un désaveu justifié. En quoi? C'est justifié parce que l'Afrique a démontré par tous les moyens son incapacité à faire face à ses propres questions de sécurité. Le Mali en est un bel exemple, la CEDEAO en est un bel exemple, et l'ensemble des foyers de tension sur le continent constituent des exemples autant éloquents l'un que l'autre. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le terrorisme se développe par quoi? Nous, nos sociétés, par leur configuration socio-religieuse, constituent un lit favorable au développement du terrorisme. Pour qui a visité le Niger, pour qui connaît l'extrême nord du Mali, pour qui connaît le sud de l'Algérie, ce sont des communautés qui sont vulnérables. Et je connais nombre de jeunes qui ont été enrôlés dans cette histoire de terrorisme et qui sont aujourd'hui des bombes humaines qui se promènent. Si nous voulons combattre le terrorisme, il faudrait que nous impliquions les autorités traditionnelles. Il faudrait que nous impliquions la société civile. Il faut que nous impliquions des gens qui peuvent parler aux jeunes, qui peuvent protéger notre communauté. Parce que le plus grand danger que nous avons, ce n'est pas les bombes qui explosent. Ce sont les gens, les jeunes, nos enfants, nos frères qu'on détourne et qu'on recrute. Et c'est un phénomène qui se développe. Je vous dis simplement, pendant l'occupation du Nord, nous avions recensé 17 camps. 17 camps installés par le Moujao de Tombouctou à la limite de Gao. Alors, pensez-vous aujourd'hui qu'il faille renforcer les notables dans ces différentes zones du Nord, notamment en Libye par exemple, qui a à un moment donné qui doit beaucoup à ces notables-là, à ces confréries dans les zones de tension pour qu'il y ait une certaine stabilité dans le pays. Je pense que tous nos problèmes constituent des problèmes de nation. Et quand je parle de nation, je parle de volonté commune
des différentes communautés à vivre ensemble. Et ça, c'est ça qui est entamé. Dans le problème du Mali, c'est le cas. Dans le problème de la Libye, c'est le cas. Dans le problème de tous les pays qui sont en conflit, c'est le cas. Qu'est-ce que Kadhafi avait réussi à faire pour qu'il y ait la stabilité en Libye? Je pense que Kadhafi était d'abord parent au roi qu'il a fait tomber. En dehors il y a de eu ça, beaucoup de consensus. En dehors de ça, il a fait beaucoup d'efforts à la suite de son coup d'État pour amener la stabilité. Maintenant, pour le faire tomber, on a essayé de rallumer ce feu. Malheureusement, quand on allume un feu, on ne sait pas là où ça s'arrête. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que si nous voulons que la stabilité vienne, il faudrait qu'on implique les communautés. Et les communautés sont organisées traditionnellement. Elles ont des autorités qu'elles écoutent. Et c'est extrêmement important qu'on les implique dans ce processus de lutte contre le terrorisme. Moi, je dis, dans le cas express du Mali, il faudrait qu'on implique les chefs traditionnels, les chefs de tribus, les chefs de villages, les chefs de communautés. À Gao, par exemple, vous avez le chef Arma, vous avez le chef Songoï. Vous allez de l'autre côté, dans chaque tribu, vous avez des chefs. Ces chefs-là, si on les met dans un processus, il ne s'agit pas seulement du chef, il s'agit de toute l'autorité traditionnelle. Si on les implique dans le processus, avec les autres acteurs qui les accompagnent dans leur processus, ils peuvent aider à contrecarrer. Non seulement en empêchant aux troupes de rentrer, mais aussi en empêchant les groupes terroristes d'enrôler des jeunes qui seront des bombes humaines et qu'on aura du mal à stopper demain. Alors, Ousmane Kornio, l'Afrique est-elle résignée à rester dans ce système d'assistanat au moment où on parle de la fin de la France-Afrique? Oui, bon, avant de répondre à cette question, je voulais réagir par rapport à l'intervention de Diawara. Le temps nous rattrape. Oui, ok, c'est un peu par rapport à la Libye, parce que quand on fait appel à l'OTAN, c'est qu'on pense que le problème libyen est aujourd'hui un problème sécuritaire. Or, le problème libyen n'est pas un problème sécuritaire, c'est un problème politique et institutionnel. C'est un problème politique institutionnel et dans la résolution d'une crise politique institutionnelle, ce n'est pas par les armes qu'on peut le régler. C'est en faisant participer, contribuer tous les membres de la société, dont les chefs traditionnels, les chefs... Faut-il faire appel à un dictateur? Bon, peut-être si c'est un passage... À défaut d'un roi? Si c'est un passage... Pourquoi pas un roi? Pourquoi pas? Alors, cette question, l'Afrique est-elle résignée à rester dans l'assistanat, Ousmane Kornio? Non, mais on n'est pas résigné, mais en fait, on est par faute de moyens, et peut-être que dans l'histoire, ces pays développés qui nous assistent aujourd'hui, peut-être qu'ils sont passés par là. Et on espère aujourd'hui que l'Afrique constitue l'avenir du monde, et que nous serons de moins en moins assistés et qu'un jour peut-être nous serons aussi des assistants. Alors à quand la fin de la perfusion? Oui, mais moi je comprends très bien ce que mes collègues disent. En fait, je me positionne comme ça. Je me dis, nous avons des armées opérationnelles à leur niveau. Mais la question, c'est de se dire, quelle est la synergie d'action que chacun peut déployer pour qu'ensemble, un objectif bien ciblé soit atteint. Et ça, c'est une volonté politique. Et je pense qu'il faut croire à nos armées aussi. Elles sont opérationnelles. Elles ont des capacités à la limite de leurs moyens. Et ils ont besoin d'assistance à ce niveau. Parce que ceux qu'on défend aujourd'hui, nous défendons nous-mêmes, mais nous défendons l'Europe aussi. Parce que c'est elle qui a plus peur que nous. Et il faut qu'ils payent le prix. Et le prix, il faut aller... ensemble. Nous nous protégeons mutuellement. Voilà ce que je voudrais dire. En quelques secondes. En quelques secondes, je lance un message aux différents dirigeants africains. Allons-y aux États-Unis du Sahel. Ça va résoudre tous les problèmes de sécurité. Ce sera la fin donc des propos qui seront évoqués dans ce grand dialogue. Un grand dialogue qui réfléchissait sur le sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui se tient également actuellement à Dakar sur la sécurité dans le Sahel. Nous remercions nos trois invités, Ousmane Kornio, spécialiste du Sahel, Firoun Maïga, spécialiste également des questions de sécurité, et un sociologue était là également avec nous, Mahamadou Diawara. Un grand merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Cette émission a été réalisée par Ousmane Diadje Touré et Rokia Danyogo. Je suis Famoussa Sidibé. Mbo Sekumbo était à la technique. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue.
le grand dialogue.